Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 11e épisode de la série. Aujourd'hui, on va voir comment couper des arbres. Ça y est, on va ajouter une autre fonctionnalité vraiment digne d'un jeu de survie, quelque chose qu'on a à chaque fois dans tous ces jeux. On va aussi profiter de l'épisode d'aujourd'hui pour revoir 2-3 petites choses sur notre système de Harvest Table. Petit rappel très rapidement avant de commencer le tutoriel, toutes les vidéos que je réalise sur cette chaîne YouTube, y compris cette série pour créer un jeu de survie, sont gratuits. Et si c'est possible, c'est grâce au tipeur dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous appréciez mon travail, que vous avez les moyens et l'envie de me soutenir, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee ou Utip. C'est grâce aux dons que cette chaîne existe et je remercie donc par avance toutes les personnes qui feront un tour sur les plateformes de dons. Merci beaucoup et on peut commencer. La première chose à faire, comme souvent, ça va être d'importer un fichier Unity Package qui va contenir tout le nécessaire pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez le lien en description, on clique sur le bouton Download à droite et on peut ouvrir directement ce fichier Unity Package. Unity va prendre le relais, contrairement à l'épisode précédent, j'ai un petit peu mieux rangé tous les éléments qu'on va importer, je vais vous les présenter très rapidement. Si vous avez utilisé exactement la même structure que moi dans votre projet, vous devriez déjà tout avoir au même endroit une fois qu'on aura importé. Si par contre vous n'avez pas exactement la même, il faudra que vous vous débrouillez pour retrouver un petit peu tous ces éléments. Parmi ceux qu'on va importer, on va retrouver quelques matériels qui vont correspondre à des modèles 3D qu'on va voir dans un instant et qui sont juste en dessous dans le dossier modèle. J'ai ajouté un modèle 3D d'une hache. Cette dernière est issue du même pack que celui pour la pioche, donc ils ont tous le même style visuel. J'ai également importé 3 arbres qui sont issus du pack que je vous affiche à l'écran. C'est un pack qui est très complet, il y a énormément d'éléments à l'intérieur, donc je n'ai pas tout gardé, j'ai gardé juste 3 arbres avec chacun un style un petit peu différent. Comme vous le voyez ici, j'ai gardé une sorte de sapin, un palmier et un arbre un petit peu plus classique. L'idée étant par la suite de créer quand même une petite map ensemble, on fera un petit peu de level design, et peut-être avec différentes zones, avec différents arbres, etc. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai importé 3 arbres, aujourd'hui je vais en configurer un avec vous, mais ça sera exactement la même chose pour les autres, donc je vous laisserai faire ça de votre côté. Un petit peu plus bas dans le dossier préfab, on va retrouver la même chose, donc une préfab pour la hache et une pour chaque type d'arbre. Et pour finir tout à la fin, on retrouve dans le dossier texture icône, une icône pour une bûche de bois. Alors le visuel est pas très joli, je vous expliquerai pourquoi après, on va en reparler. Et également, il y a des textures pour les arbres, que vous pouvez voir juste en bas ici. Donc comme d'habitude, on laisse tout cocher, on fait import. Chez moi, tout sera déjà, comme je vous l'ai dit, bien au bon endroit dans le bon dossier. Chez vous, il faudra peut-être réarranger ça si nécessaire. Donc là, par exemple, vous voyez que mon dossier préfab est ouvert et j'ai à l'intérieur maintenant mes 3 arbres qui ont été ajoutés et la hache du personnage. La première chose qu'on va faire aujourd'hui, avant de se lancer dans le développement de ce système pour couper des arbres, ça va être de reparler un petit peu du système de loot, le système qui va nous permettre de récupérer des éléments actuellement quand on brise un rocher par exemple. À savoir qu'on va utiliser un système assez semblable pour les arbres, en fait le plus gros du travail on l'a fait à l'épisode précédent, mais il va y avoir quelques petites spécificités aujourd'hui. Et justement, je veux commencer par retravailler un petit peu ce système pour nous donner plus de flexibilité. On va se rendre sur le joueur et on peut ouvrir le script Interact Behavior. Mon script s'est ouvert et ce qui va nous intéresser, c'est la méthode Break Harvest Table. Je vous rappelle très rapidement le fonctionnement. Actuellement, cette méthode elle est utilisée que pour les rochers. Et nos rochers, ils ont, si on retourne sur Unity et qu'on sélectionne l'élément à l'intérieur du rocher, dans Harvest Table, on retrouve une liste Harvest Table Item avec un ou plusieurs éléments qui vont pouvoir être récupérés par le joueur. Par exemple, actuellement, on dit qu'en cassant ce rocher, on peut récupérer de la pierre et le nombre de pierres qu'on va récupérer va être entre 1 et 3. Donc il y avait une histoire de nombre aléatoire. Donc dans Break Harvest Table, on fait une première boucle pour passer sur tous les éléments qu'on est censé faire apparaître. Puis ensuite, pour chacun de ces éléments, on va tirer un nombre aléatoire entre le minimum et le maximum à faire apparaître. Et on passera autant de fois que nécessaire dans cette boucle pour faire apparaître l'objet au sol. Ce système, on va le changer, comme je vous le disais, pour avoir un petit peu plus de flexibilité. Soit dit en passant, c'est un tipeur qui me l'a signalé, il y avait un petit bug sur ce passage avec random.range qui nous renvoyait une float, alors que nous, on s'attendait plutôt à avoir une int, pour avoir un nombre entier de
d'éléments à faire apparaître, mais de toute façon on va pas s'embêter à corriger ce bug vu que cette méthode on va la retravailler tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer pour cette méthode? Pourquoi est-ce que je veux changer le système de loot? Par exemple, au lieu de faire apparaître tous les objets d'une liste un nombre aléatoire de fois entre deux valeurs, on pourrait faire en sorte, par exemple, que lorsqu'on brise un rocher, on va avoir 100% de chance qu'une pierre apparaisse. On pourrait également dire qu'en plus, on a 50% de chance d'en avoir une deuxième, 10% de chance d'en avoir une troisième, et par exemple 2% de chance de récupérer une pierre précieuse en brisant un rocher. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée c'est d'en fait avoir un pourcentage pour chacun des objets que peuvent faire apparaître les différents éléments qu'on va briser. Vous allez voir que ça va être très simple à implanter et très rapide, on va pas en avoir pour très longtemps et on va rapidement pouvoir passer à la suite. Pour pouvoir mettre en place ce taux de drop, on va ouvrir le script harvestable qui doit être probablement en train de traîner, comme je m'en doutais, dans le dossier asset. Je vais le glisser dans script pour ranger ça. Et je vais ouvrir harvestable. Et à l'intérieur, on va retirer ces deux variables entre le nombre minimal à faire apparaître et le nombre maximal. Nous, on va plutôt utiliser des pourcentages à partir de maintenant. On va utiliser des nombres entiers. Et je vais appeler cette variable drop chance. Cette valeur, elle sera contenue entre 0 et 100. Plus la valeur sera basse, plus l'objet sera rare et moins on aura de chance de l'avoir. Au contraire, plus cette valeur drop chance elle sera haute, plus elle sera proche de 100, plus on aura de chances de recevoir, ou plutôt de faire apparaître l'item en brisant un rocher. Je rappelle qu'on va utiliser le même système pour les arbres, mais pour l'instant, je parle de rocher parce que c'est le cas concret qu'on a. Donc étant donné qu'on va utiliser un pourcentage, une valeur entre 0 et 100, on peut ajouter un attribut sur Unity qui s'appelle range, et entre parenthèses, on peut mettre une valeur minimale, qui sera 0, et une valeur maximale, qui sera chez nous 100. Maintenant qu'on a ajouté ce drop chance, on peut retourner dans interact behavior et forcément, vu qu'on a retiré les deux variables min et max amount spawn, on va avoir des petites erreurs. La méthode ne va pas drastiquement changer, on va toujours passer sur tous les éléments qu'on peut potentiellement faire apparaître sur notre harvestable. On récupère la ressource sur laquelle on est en train de boucler, mais ici on va plus faire une boucle, on va plutôt tirer une valeur aléatoire, donc on va refaire un random.range entre 1 et 101. Je vous rappelle que la valeur maximale est exclue, donc si on met 1 et 101, on va pouvoir régénérer un nombre entre 1 et 100 inclus en réalité, donc le 101 ne pourra jamais apparaître. Le but étant d'avoir un pourcentage, vous l'avez deviné. Et on va dire que si la valeur qu'on a générée est inférieure ou égale au drop chance de notre ressource, alors on va faire la même chose, on va faire apparaître ces objets. C'est un petit détail, mais le GameObject qu'on a ici avant le point instantiate, il n'est pas utile. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de le rajouter toujours. Et on va déjà pouvoir aller tester ce qu'on a modifié. On va retourner sur Unity, on va aller sur notre rocher, donc sur la partie Visual. Et cette fois-ci dans Harvestable Item, vous voyez qu'on a un petit peu modifié l'objet qui est attendu. On dit toujours qu'on peut faire apparaître une pierre, et maintenant il faut qu'on dise quel est le pourcentage de chance d'avoir cette pierre. Comme je vous le disais à l'épisode précédent, moi je considère que si le joueur va casser un rocher, on va au moins lui donner une pierre, donc je vais mettre 100% de chance de faire apparaître une pierre. On est sûr qu'il y en aura au moins une. Ce que je peux faire maintenant, c'est appuyer sur plus, ajouter un deuxième élément à faire apparaître, je vais toujours mettre une pierre, donc je vais laisser stone ici, par contre je vais maintenant mettre une valeur à 50%. Ce qui fait que lorsque je vais briser ce rocher, j'aurai 100% de chance d'en avoir une, et ensuite j'aurai 50% de chance d'en avoir une deuxième. Donc si j'ai un petit peu de chance, eh bien je vais avoir plus de ressources. Et je vais même aller un peu plus loin et je vais ajouter un troisième élément, toujours une pierre, mais cette fois-ci je vais mettre seulement 15% de chance. Donc si mon joueur il est très chanceux, il aura 3 pierres, s'il est à moitié chanceux, il en aura 2, et s'il n'est pas chanceux, il en aura qu'une. Je vous propose qu'on essaye tout de suite, on peut appuyer sur play. Et je me suis rendu compte en préparant l'épisode, vous allez sûrement avoir une petite erreur, peut-être que vous l'avez corrigée de votre côté, chez moi j'ai une erreur qui me dit que interact text n'a pas été assigné. Je pense que c'est un oubli de l'épisode précédent, mais effectivement sur la main caméra, tout en bas, sur interact text, j'avais probablement renommé la variable et ici je n'ai pas d'objet renseigné. Donc je peux cliquer sur le point à droite, on peut aller dans l'onglet scène et on peut taper interact, moi je l'ai appelé interact text. Et si jamais vous ne le trouvez pas dans la liste, interact text, il est normalement dans votre canvas. Interact text. C'est celui qui est en bas et qui nous dit appuyer sur telle touche pour effectuer l'action.
Donc voilà, probablement un oubli de l'épisode précédent, c'est pas très grave, on va appuyer sur play et on va aller pouvoir tester. Donc si je m'approche de mon rocher, je vise, j'appuie sur E. Le système n'a pas vraiment changé, on a toujours nos pierres qui apparaissent, et ici j'en ai 2 qui sont apparues, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai été à moitié chanceux. J'aurais pu en avoir 3, mais 2 c'est déjà pas mal. Et c'est parfait, on va pouvoir maintenant passer à la suite et ajouter d'autres objets de type harvestable comme notre pierre, et notamment aujourd'hui les arbres. Pour pouvoir couper des arbres avec notre personnage, eh bien il faut qu'on en ajoute des arbres. Donc je vais aller dans la fenêtre Project, je vais aller ensuite dans Prefab, et dans ce dossier, normalement, avec le Unity Package que vous avez importé, vous devriez retrouver plusieurs arbres. De mon côté, je vais importer Pine Tree, donc je vais utiliser plutôt le sapin. Mais si vous voulez de votre côté configurer plutôt le palmier ou l'arbre un petit peu plus classique, vous pouvez tout à fait les utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même que moi pour l'exemple. De toute façon, il faudra configurer les 3 hein, si vous voulez pouvoir couper les 3 types d'arbres. Comme pour le rocher, on va configurer cet arbre avec tout le nécessaire, tous les components, etc. Donc allons-y, on va pas perdre de temps. Dans Tag, on va mettre Harvestable, Layer Harvestable. On va ajouter 2 colliders pour notre arbre. On va plutôt utiliser des capsules pour avoir des boîtes de collision assez proches de la réalité. Je vais déjà en ajouter une, je vais passer en vue isométrique et je vais adapter cette boîte de collision. Donc je vais utiliser le bouton Edit Collider, vous commencez à connaître, et on va tirer un petit peu sur les bords de cette capsule pour l'adapter à peu près à la forme de l'arbre. Comme d'habitude, pas besoin d'être ultra précis, c'est pas grave si on a des morceaux de l'arbre qui dépassent, le but c'est d'avoir à peu près une forme qui correspond. Je vais en profiter pour ajouter directement un deuxième Capsule Collider, donc Add Component, Capsule Collider. On est toujours en mode édition, donc le deuxième collider qui vient d'être ajouté, je peux directement le modifier, et celui-là, je vais plutôt le placer au niveau du tronc. Je quitte la vue isométrique, je vais ajouter un Rigid Body, que je vais cocher en Ease Kinématique pour que, de cette manière, l'arbre ne sera pas affecté par la gravité dans un premier temps. Et pour finir, on va ajouter un dernier component qui est le script Harvestable. Il faut donc maintenant qu'on précise pour cet arbre quels sont les Harvestable items, quels sont les éléments qu'on va récupérer lorsqu'on va couper cet arbre. La logique voudrait que lorsqu'on coupe un arbre, on récupère du bois, mais nous on n'a pas encore créé d'item pour le bois, donc ça va être le moment de le faire. En fait, on va faire la même chose que pour les pierres qu'on peut ramasser, sauf que nous on va voir maintenant une bûche de bois en plus. Alors, je n'ai sûrement pas assez cherché, mais je n'ai pas trouvé un modèle 3D de bûche de bois que je trouvais suffisamment satisfaisant et qui collait bien à l'univers de notre jeu pour pouvoir l'importer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va pas avoir un modèle 3D très très joli pour la bûche de bois, mais ce modèle 3D, on pourra le modifier plus tard, c'est pas un problème. Pour aujourd'hui, on va donc utiliser le système D, D comme débrouille pour le coup. On va aller dans Game Object, 3D Object, et on va créer un cylindre. Ce cylindre, on va pouvoir modifier un petit peu son scale. Alors moi j'avais mis je crois 0,3 sur tous les axes et 0,7 sur Y. On va ensuite faire une petite rotation de 90 degrés sur l'axe Z. On va tirer un petit peu cet élément vers le haut. On va aller dans le dossier Materials, on va créer une couleur qu'on va apporter à ce cylindre. Donc on peut faire un clic droit dans Materials, Create, Material, on peut l'appeler log, L-O-G, donc bûche en anglais. Le smoothness, on le met à 0, et au niveau de la couleur, ici, vous pouvez cliquer sur la petite pipette que vous avez à droite qui va vous permettre de choisir une couleur. Vous pouvez mettre votre souris au niveau du tronc de l'arbre et faire un clic gauche. Puis ce matériel, on peut le glisser-déposer sur cet objet. Et je vous présente notre bûche de bois. Alors je vous avais prévenu, c'est pas très joli, mais on est encore sur du prototyping, tout ce qui est modèle 3D, on pourra toujours les modifier plus tard. J'essaierai pour le prochain épisode de vous trouver un modèle 3D suffisamment qualitatif pour pouvoir remplacer ce magnifique cylindre. En attendant, revenons sur cet élément, on va pouvoir le renommer en Wood Log, et on va configurer cet objet comme on l'a fait exactement pour nos pierres qu'on a ici. Donc on va ajouter les components nécessaires, à savoir un rigid body. On va également ajouter le script item.
Et il ne faut pas oublier d'ajouter aussi le tag item et le layer item. On a donc notre préfab de bûche de bois. On va aller faire un glisser-déposer de cet objet vers préfab. On peut supprimer cet élément de la scène pour l'instant. Et dans le dossier préfab, si je sélectionne mon wood log, on peut voir qu'il nous reste une chose à renseigner ici dans item, c'est le item data. Donc il faut qu'on crée réellement cet item, une instance de scriptable object item pour notre bois. Donc pour rappel, on peut faire ça en faisant un clic droit dans project ici, faire create items new item. Ça va nous créer donc une nouvelle instance de scriptable object qu'on peut appeler wood log. Et on va remplir les informations sur la droite, on va lui donner un nom. Au niveau de Visual, ici, on va aller chercher donc le fameux icône que vous avez ici. Maintenant, vous savez d'où est tirée cette icône, hein, j'ai fait exactement pareil pour mes tests. Dans Prefab, on va glisser Woodlog, qui est juste à côté. Dans Item Type, on laisse Ressources et Equipment Type, on n'a pas besoin de modifier, vu que ce n'est pas un équipement. On peut aller sur la Prefab, on glisse Woodlog dans Item Data, et on a tout qui est configuré. Pour que ce soit bien rangé, on va glisser Woodlog dans le dossier script et plus précisément dans Item Instances, qui est le dossier où moi j'ai mis tous les items et les équipements du coup. On peut du coup revenir sur notre arbre qu'on a dans la scène et on va pouvoir renseigner les objets à faire apparaître ici dans Harvestable Items. On peut cliquer sur plus. Dans Item Data, on va glisser Woodlog. Comme pour le rocher, je n'ai pas trop envie de frustrer mon joueur, donc je vais dire que s'il coupe un arbre, il a 100% de chance de récupérer au moins un morceau de bois. Je vais appuyer sur plus. Donc je vais mettre 80% de chance d'avoir un deuxième bout de bois et je vais mettre ensuite 50% de chance d'en avoir un troisième ou peut-être un petit peu moins. On va mettre 25 et 60. Évidemment, c'est des données que moi j'utilise pour le test, hein. Vous pouvez tout à fait adapter ça comme vous voulez. Et du coup, logiquement, on peut déjà tester hein, si on appuie sur play. Avec mon joueur, je peux m'approcher de l'arbre, le viser. On a bien le message qui dit que je peux interagir avec. Alors ce message, il faudra toujours qu'on le modifie un petit peu, mais en tout cas, on nous indique qu'on peut interagir. On appuie sur E, le joueur frappe l'arbre, et on a, normalement, des éléments qui sont apparus, mais chez moi, ils sont passés sous le sol. On a bien un woodlog dans la hiérarchie qui est apparu, et on le voit ici. Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner, à part l'item qui passe sous le sol. Alors c'est également quelque chose que l'un des tipeurs m'a déjà signalé il y a un petit moment, et je vous propose qu'on corrige très rapidement ça avant de se replonger dans ce système de couper les arbres. On va revenir dans Visual Studio et on peut venir au niveau de... Alors dans le script Interact Behavior, au moment où on fait apparaître un item, eh bien on va juste en dessous modifier la position de cet item pour le mettre au niveau de l'objet qu'on vient de détruire, donc l'arbre ou le rocher. Pour éviter que nos items passent sous le sol, on pourrait ajouter ce qu'on appelle un offset, littéralement un décalage, faire en sorte que les items apparaissent bien là où on a détruit l'élément, mais un petit peu plus haut ou un petit peu plus sur les côtés. Je vous propose qu'on fasse ça rapidement. On va donc aller en haut du script et on va stocker l'offset dans une variable qu'on va peut-être mettre en privé. On va le mettre en dur pour l'instant. Normalement, c'est pas une valeur qu'on va modifier très souvent, le offset. Donc on va stocker ça dans une variable de type vector3. On peut l'appeler spawn item offset. Et on peut faire égal new vector3. Et je vais faire en sorte que l'item apparaisse toujours bien à l'endroit de l'objet qu'on a détruit, mais juste un petit peu plus haut. Donc je vais mettre 0 sur le X. Sur le Y, je vais mettre peut-être 0,5 et 0 sur l'axe Z. Puis au moment où on passe à l'item la position du parent qu'on vient de détruire, on va juste faire ici un petit plus avec le spawn item offset. Et ça devrait normalement régler notre problème. Les items qu'on va récupérer devraient apparaître un petit peu plus haut qu'avant, à 50 cm plus haut pour être précis. Donc je vais appuyer sur play, je vais retester au niveau de l'arbre vu que c'est lui qui nous pose problème actuellement. Et on peut voir que ça fonctionne. On a l'item qui est apparu, vous l'avez vu, un petit peu plus haut vu qu'avant, contrairement à avant où il apparaissait un petit peu dans le sol et du coup il passait sous la map. Alors pour le coup j'ai été très chanceux, on peut voir dans la hiérarchie qu'il y a 3 éléments qui sont apparus, woodlog, donc j'ai 3
bûches de bois qui sont apparues après avoir détruit cet arbre. Si je regarde dans mon inventaire, j'ai effectivement les 3 bûches que j'ai récupérées. Donc c'est super, on a un système qui fonctionne, on peut couper des arbres, on peut récupérer les ressources des arbres, mais vous l'avez vu, il y a quand même un petit problème, c'est un petit manque de réalisme. On sent que le système n'est pas très soigné, pour plusieurs raisons. Déjà, lorsque j'essaye de couper l'arbre, eh bien, je vais frapper avec une pioche, c'est pas très joli, mais en plus, cet arbre, vous l'avez vu, il disparaît d'un coup. Pour la pierre, on fait pareil, mais c'est un petit peu moins choquant parce que la pierre, elle est quand même plus petite et on considère que lorsque la pierre elle est détruite, elle est vraiment en petits morceaux, donc c'est pas choquant, on va dire, qu'elle disparaisse. Bien que on pourrait tout à fait améliorer ça en ajoutant des petites particules et tout, ça, ce sera pour un peu plus tard. On fera des épisodes pour améliorer un petit peu le level design et la beauté du jeu, le réalisme du jeu. Mais en tout cas, pour l'arbre, là, c'est un petit peu choquant parce que l'arbre est très grand et on le fait disparaître d'un coup pour laisser quelques pauvres petites bûches de bois. Ce que je vous propose donc de faire, je vais relancer le mode play, c'est de jouer sur la gravité de cet arbre. On va faire en sorte que lorsqu'on coupe l'arbre, eh bien, il ne va pas disparaître tout de suite, on va d'abord lui laisser le temps de tomber au sol. Et une fois que l'arbre il sera tombé au sol, donc après un petit délai de quelques secondes, on va effectivement le faire disparaître pour laisser sa place à nos différentes bûches de bois. On a un moyen assez simple de faire ça, si on va sur notre arbre, c'est de se rendre au niveau du rigid body, et je vous disais tout à l'heure de le mettre en kinématique. Ce que fait le is kinématique, c'est qu'il va en fait bloquer, on va dire, l'affectation par la gravité et les forces de cet objet. Mais si on le désactive et qu'on joue un petit peu sur la position de l'arbre, si je le bouge un petit peu, vous voyez que l'arbre, au bout d'un moment, il finit tout simplement par tomber. Et à ce moment-là, au moment où l'arbre est au sol, on va considérer que ça y est, on l'a coupé effectivement, donc on peut le faire disparaître et récupérer les ressources qu'il contient. Voilà donc ce qu'on va faire pour améliorer un petit peu le visuel de ce système. On va se rendre dans le script Harvestable et on va ajouter quelques petites options. Évidemment, nous, l'arbre, lorsqu'on l'a coupé, on veut le faire tomber et ensuite on veut le faire disparaître. Mais pour notre rocher qui utilise le même script Harvestable, on n'a pas envie le rocher de le faire affecter par la gravité et de le faire disparaître au bout d'un moment. On veut avoir vraiment 2 fonctionnements assez distincts et il faut donc qu'on puisse traiter les 2 cas. On va donc ajouter des options pour ça. Au niveau de notre classe Harvestable, on va ajouter une première booléenne en public qu'on peut appeler Disable Kinematic on Harvest. Donc désactiver le kinématique lorsqu'on collecte l'objet. Et on va ajouter un deuxième élément de type float et qui va être destroy delay, qui va représenter littéralement le délai à attendre avant de détruire l'objet. Maintenant qu'on a ces 2 petites options, on peut revenir sur Unity et sur notre arbre, si on va au niveau de Harvestable, on peut voir que les 2 options apparaissent. Et pour cet arbre, on l'a vu, on veut que lorsqu'on le collecte, lorsqu'on coupe l'arbre, on veut désactiver le kinématique. Donc on va cocher cette case. Et on va laisser un petit délai avant de faire disparaître cet arbre. Alors, je vais mettre au hasard 7 secondes. On pourra toujours adapter tout à l'heure. Et si on se rend sur notre rocher, on peut voir que dans Harvestable, par défaut, la case pour le kinématique est décochée et on a le Destroy Delay à 0, donc c'est parfait. On ne va pas désactiver le kinématique pour cet objet et on attendra 0 secondes avant de le détruire. Autant dire donc que ce sera instantané. Le système pour détruire le rocher restera 100% le même. On va maintenant traiter la présence de ces 2 options et on va faire ça depuis le Interact Behavior. On va avoir besoin d'utiliser une coroutine pour pouvoir attendre un certain nombre de secondes avant de détruire l'objet. Vérifiez bien donc que vous avez tout en haut de votre script un using system.collection. Très important, si on ne l'a pas, on ne peut pas utiliser les coroutines. On peut ensuite descendre un petit peu dans le script, et c'est justement break harvestable qu'on va transformer en coroutine. On va transformer le void en enumerator. Étant donné qu'on n'utilise pas le mot-clé, pas encore le mot-clé return à l'intérieur, on va avoir une erreur qui va apparaître, mais c'est tout à fait normal. On va traiter ça dans un instant. Alors maintenant, quand on va détruire un élément, donc quand on va appeler cette méthode, il va falloir qu'on sache s'il faut détruire l'objet instantanément ou s'il faut désactiver son rigid body, ou plutôt le kinématique, et est-ce qu'il y aura un délai avant de le détruire. Donc ça,
c'est les deux options qu'on vient d'ajouter dans Harvestable. Donc on peut faire un if current harvestable disable kinematic on harvest et sur true. Donc là on est dans le cas de l'arbre par exemple. Eh bien le rigid body, il faut qu'on y accède, il faut qu'on le récupère. Donc on peut l'appeler rigid body par exemple. Et ça va être current harvestable.gameObject.getComponent rigid body. Maintenant qu'on a le rigid body, on sait ce qu'on est censé faire dessus. On doit désactiver isKinematic, donc isKinematic égale false. Et à ce moment-là, maintenant que isKinematic est désactivé, notre arbre il est affecté par les forces et la gravité, donc il devrait se mettre tout doucement à tomber. Maintenant, il ne nous reste donc plus qu'à marquer un petit temps d'attente, le temps que l'arbre tombe au sol, avant de passer à la suite de la méthode. Et ça, on peut le faire avec yield return new wait for seconds, et entre parenthèses, le nombre de secondes qu'on va attendre, ça va être current harvestable.destroyDelay. Une fois que le temps renseigné est écoulé, on va passer à la suite de la méthode et donc à la boucle for, à l'apparition des éléments et à la destruction de l'objet. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Si on reprend le même fonctionnement mais pour un rocher, ça va fonctionner de la même manière. On va appeler breakHarvestable. Cette condition, elle va être ignorée parce que pour le rocher, on ne veut pas désactiver le kinématique. À ce niveau-là, au niveau du temps d'attente, on va attendre 0 secondes parce qu'on n'a pas renseigné de temps à attendre et du coup, on passe directement à l'apparition des ressources et à la destruction de l'élément. Donc, ça fonctionnera dans les deux cas. Il y a une chose très importante qu'on va devoir faire et surtout ne pas oublier, c'est que breakHarvestable, c'est une coroutine maintenant appelée depuis l'animation harvesting. Alors certes, l'élément n'a pas changé de nom, mais il a changé de type, et du coup, il ne faut surtout pas qu'on oublie de retourner sur notre animation harvesting pour lui dire que c'est bien cette nouvelle coroutine breakHarvestable qu'il faut appeler. Donc on sauvegarde le script, on va aller sur notre personnage, player, vous pouvez aller dans Window, Animation, Animation. On va sélectionner ici dans la liste Harvesting, et au niveau du premier Animation Event qu'on a ici, on doit vérifier qu'on a bien Break Harvestable. Alors apparemment Unity n'a pas eu besoin qu'on lui renseigne à nouveau la bonne méthode à appeler, malgré qu'on ait changé le type, donc tant mieux, espérons que ça marche. Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir tester. On va appuyer sur Play, on va s'approcher de l'arbre, et maintenant, une fois qu'on aura fini de le couper, il devrait se mettre à tomber tout doucement. Au bout d'un certain temps, il va disparaître, et c'est effectivement le cas. Sauf que vous avez vu qu'il y a eu un problème, c'est que l'arbre il n'est pas tombé comme c'était prévu. Pourtant, en réalité, je vais vous le montrer, le isKinematic il a bien été désactivé. Si vous testez chez vous, vous verrez peut-être que l'arbre il bouge très très légèrement au moment de la désactivation du isKinematic, mais notre arbre en fait il va en quelque sorte tenir en équilibre. Je vais vous remontrer ça, je vais aller sur l'arbre, je vais juste augmenter le Destroy Delay, je vais mettre 99, juste pour vous montrer que ça fonctionne et pas faire disparaître l'arbre devant vos yeux ébahis. On va appuyer sur Play. Vous voyez dans le Rigid Body à droite que j'ai bien le isKinematic activé, et si mon personnage coupe cet arbre, on a bien le isKinematic qui se décoche. Par contre, l'arbre il est effectivement en équilibre en fait sur ses colliders, et du coup, tant qu'il n'est pas affecté par une force, il ne va pas tomber. Notre personnage, il a un Rigid Body, ce qui veut dire qu'on peut affecter de la force à cet arbre, et si on saute dessus, si on lui rentre dedans, vous voyez que l'arbre il va tomber. Donc, comment est-ce qu'on va corriger ce problème? Comment est-ce qu'on va faire pour forcer la chute de cet arbre? Eh bien, la solution que moi j'ai trouvée, qui est plutôt simple, c'est de retourner dans notre script Interact Behavior, et au moment où on va désactiver le isKinematic de l'arbre, on va lui donner un petit coup de main, ou je devrais dire peut-être plutôt un petit coup d'épaule à cet arbre pour le faire tomber. On va lui donner en fait une sorte d'impulsion sur un côté pour pouvoir le faire tomber. Et ça, on peut le faire avec une méthode sur le Rigid Body qui s'appelle addForce. Entre parenthèses, il faut qu'on passe un vecteur, donc on peut faire un nouveau vecteur 3. Et nous, on va lui donner une petite impulsion de 0,5 unités sur le côté, sur l'axe X. Et sur les autres, on peut mettre 0.
On met une virgule après notre vecteur et ensuite il faut qu'on précise le force mode. Alors on en a plusieurs, accélération, force, impulse. Nous on va lui donner une petite impulsion à cet arbre. On peut sauvegarder et on peut retourner tester sur Unity. Cette fois-ci vous devriez voir que lorsqu'on va couper l'arbre, il va avoir un petit mouvement et on va sentir qu'il a reçu une petite impulsion et il va être poussé sur un côté, comme vous pouvez le voir actuellement. L'arbre est bien tombé. Donc ça fonctionne bien, ça corrige notre petit problème d'équilibre pour l'arbre. Par contre, on a un autre problème, et on le voit actuellement, c'est que l'arbre, en fait, il est très léger. On n'a pas précisé une masse très élevée dans le rigid body, ce qui fait que mon joueur, qui lui a une masse de 70, je crois, il peut littéralement faire du bowling avec, hein, vous voyez. Je peux faire un petit peu ce que je veux avec mon arbre. Donc, il faut que notre arbre reçoive une petite impulsion, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop affecté par les éléments extérieurs. Cet arbre, il est censé être quand même beaucoup plus lourd que mon joueur. Je vous propose donc d'utiliser exactement les mêmes données que moi j'ai utilisées pendant mes tests. Donc toujours sur mon arbre, la masse, plutôt que de la mettre à 1, qui est très léger, je vais mettre 2500. Par contre, lorsqu'on modifie la masse d'un objet, la force qu'on va lui appliquer dessus, donc l'impulsion qu'on fait ici, forcément il va falloir qu'on l'augmente aussi. Parce que si on donne une pichenette à un élément qui a une masse de 2500, autant vous dire qu'il ne va pas bouger. Et du coup, moi, pendant mes tests, j'avais donné 2 petites impulsions, enfin 2 grosses impulsions, mais vu que c'est un gros objet, c'est des petites impulsions pour lui. J'avais mis 750 sur l'axe X et j'avais également mis une impulsion sur l'axe Y pour le pousser également un petit peu en hauteur, cet arbre, avec 750 pour ces 2 valeurs. Et si on teste maintenant, on devrait déjà avoir un résultat un petit peu mieux. Alors ce sera toujours à tweaker un petit peu, il faudra quand même que vous fassiez des tests de votre côté pour avoir vraiment les valeurs parfaites en masse et en impulsion. Donc l'arbre tombe, on sent qu'il est déjà un petit peu plus lourd cet arbre. Et si je le pousse avec mon joueur, alors j'arriverai toujours à le pousser comme vous pouvez le voir, mais avec quand même un petit peu moins de facilité qu'avant. A savoir que vous pouvez aussi jouer un petit peu avec la valeur drag qui permet plus elle est élevée de ralentir on va dire un objet. C'est une valeur qui est très sensible par contre, donc il faut commencer avec des valeurs assez basses. Si j'essaye avec 2 par exemple, sachant que drag va aussi ralentir, on va dire en quelque sorte, les forces d'impulsion qu'on applique sur l'objet, donc ce qu'on fait via le script. Donc si je coupe cet arbre, on sent que les impulsions sont peut-être un petit peu légères pour le faire tomber rapidement, mais l'arbre est plus lourd et sa résistance au mouvement va être plus élevée. Vous voyez que là, le joueur il va avoir déjà un petit peu plus de mal à le pousser. Évidemment, cet arbre, on utilise un grand capsule collider sur lequel va reposer tout son poids, et vu que c'est une capsule, forcément ça peut rouler. Donc si vous voulez que votre arbre il tombe au sol et qu'il ne roule pas au sol, vous pouvez remplacer ça par une boîte de collision, un box collider, et vous êtes sûr que l'arbre il tombe et il bouge plus. Quoi qu'il en soit, voilà pour cette petite parenthèse physique. Ça va vraiment être à vous de tester les différentes valeurs de masse, de drag, de angular drag, également les forces d'impulsion que vous allez appliquer à cet arbre. Le but étant simplement d'avoir le résultat le plus proche de ce que vous souhaitez avoir. Je vous propose de terminer cet épisode en reparlant un petit peu des outils. Vous l'avez vu, on casse nos pierres avec une pioche, on coupe nos arbres avec une pioche. C'est pas tout à fait logique. Je vous propose donc d'ajouter maintenant une hache à notre personnage, et selon le type d'élément à collecter, le type d'élément avec lequel on interagit, eh bien on fera apparaître l'un ou l'autre outil dans la main du personnage. Donc allons-y, on va commencer par ajouter la fameuse hache dans la main du personnage. Le plus simple, c'est d'aller dans la hiérarchie, on tape pickaxe pour retrouver notre pickaxe préfab, on enlève le filtre, et directement on a la hiérarchie du joueur qui est ouverte avec l'élément Joint Item R dans lequel on va pouvoir glisser justement la préfab de la hache. Vous pouvez donc aller dans le dossier prefab, axe prefab, on fait un glisser-déposer sur Joint Item R. On va effectuer quelques petites modifications visuelles sur cette hache. Vous pouvez aller sur Pickaxe Prefab et activer l'élément. Et on va faire en sorte que notre hache soit à peu près au même endroit. Donc on va la tirer un petit peu en arrière. Et on va également, toujours sur la hache, faire une rotation à 180 degrés sur l'axe Y pour que la hache soit dans le bon sens au moment où on l'utilisera. Ça
me paraît pas trop mal. Donc axe préfab et pickaxe préfab, on peut les sélectionner et les désactiver. Et on va maintenant ajouter la gestion des outils. On va retourner dans notre script harvestable. Et dans ce script, on va ajouter une nouvelle enum. Donc on va faire une public enum qu'on peut appeler tool. Et à l'intérieur, on va ajouter la liste des outils existants. Aujourd'hui, on n'en a que 2. On a pickaxe, on peut mettre une virgule, et en dessous, on peut mettre axe pour notre hache. Dans notre classe harvestable, alors je vais mettre un petit header pour faire un petit peu plus joli. Je vais mettre options, et je vais ajouter une variable de type tool, et que je peux appeler tool. On peut sauvegarder le script, revenir sur Unity, et du coup, si on se rend sur nos objets collectables, par exemple notre arbre, Pine Tree, on peut voir dans le script harvestable qu'on a une nouvelle option qui est apparue, Tool, et on va pouvoir choisir à l'intérieur le type d'outil qu'on veut utiliser. Ici, on est sur un arbre, donc on veut plutôt utiliser la hache. On va choisir Axe. Et pour le rocher, ça sera pré-rempli par défaut avec Pickaxe, qui est la première valeur de l'enum, donc là, on n'a rien à modifier. Maintenant qu'on sait avec quel outil on va collecter quelles ressources, il faut qu'on puisse activer le bon visuel de chaque outil au bon moment. Et ça, on va le faire depuis Interact Behavior. Pour simplifier un petit peu le fonctionnement, on va aller en haut du script et à côté de current item et current harvestable, on va ajouter une autre variable privée de type tool, et ça sera toujours quelque chose current, et ça sera current tool. Comme ça, on va pouvoir garder une trace de l'outil qu'on est en train d'utiliser, ce qui nous permettra plus facilement de le désactiver. On a un petit peu plus bas une variable pickaxe visual, qui est une référence à la pioche dans la scène, et on va faire pareil, on va en créer une autre, qui cette fois-ci sera axe visual. Et éventuellement, pour ranger un petit peu, on va ajouter un autre header, et on peut l'appeler tools visuals. Un petit peu plus bas, on a la méthode doHarvest, qui est la première à être appelée lorsqu'on commence à collecter un élément. Et à l'intérieur, on fait notamment une activation de pickaxe visual. Sauf que nous, maintenant, on ne veut pas activer par défaut la pioche, on veut activer le bon outil pour le bon élément à récupérer. Donc on va enlever cette ligne. On va commencer par remplir la variable currentTool par harvestable.tool. Et ensuite, on va aller appeler une méthode qui va savoir, selon le type d'outil qu'on utilise, quel est le visuel à activer. Cette méthode, on va l'appeler enable tool gameObject from enum. C'est un petit peu long, mais au moins c'est clair. Et on va lui passer notre valeur currentTool. On peut copier ce qu'on vient d'écrire pour être sûr de ne pas faire de faute, et on va aller créer cette méthode. On va aller tout en bas. Je vais la créer en privé. Enable tool gameObject from enum, on va prendre un argument de type tool, qu'on peut appeler tool ou toolType, et on va également prendre un deuxième argument qu'on va appeler enabled et qui sera à true par défaut. Vous allez comprendre pourquoi. La raison à ça, c'est qu'on va utiliser cette méthode pour activer, mais aussi pour désactiver le visuel de l'outil. Donc une fois qu'on a terminé de l'utiliser, on va de nouveau appeler cette méthode pour désactiver le visuel. À l'intérieur, on va créer un switch. On va passer à ce switch le toolType, donc l'outil qu'on est en train d'utiliser. Et maintenant, on va simplement traiter les différents cas. Alors, on n'a que 2 outils pour l'instant, donc ça va être assez rapide. On va faire un premier case où on va dire que si on a un élément de type pickaxe, alors c'est pickaxe visual qu'on va aller activer ou désactiver. Donc on va faire un setActive et on va passer la valeur enabled qu'on a passé en argument. Donc c'est ce que je vous disais, ça nous permettra d'activer ou de désactiver en appelant la même méthode. On peut ensuite faire un break, vu que le cas est terminé. On va en ajouter un deuxième. On va dire que si en revanche l'outil qu'on est censé utiliser c'est une hache, alors c'est axeVisual, sur lequel on va faire un setActive avec enabled, et on peut faire un break. Et du coup, cette méthode enable tool gameObject from enum, on l'appelle comme on l'a vu depuis doHarvest, donc là il n'y a rien à faire. Et on va maintenant aussi l'appeler depuis re-enable player movement. Donc là par défaut on utilisait la pioche, on va enlever cette ligne et on va appeler enable tool gameObject from enum.
On va passer Current Tool. On profite de ce petit accès rapide qu'on s'est créé pour avoir accès au type d'outil sur lequel on est en train de travailler. Et par contre, il faut qu'on ajoute ici un deuxième paramètre qui va être false. Ça sera donc la valeur passée à enabled et du coup on fera des set active false pour désactiver le bon outil. On peut sauvegarder le script, revenir sur Unity. Il ne faut pas oublier sur player dans interact behavior de remplir la variable axe visual. Donc on va donc glisser la hache qu'on a ajoutée dans le personnage, axe préfab, juste ici. Et on devrait pouvoir tester tout ça. Je vais appuyer sur play. Si je vais casser mon rocher, on devrait voir la pioche apparaître. C'est effectivement le cas. Et si je vais maintenant au niveau de mon arbre et que j'essaie de le couper, on voit que c'est bien la hache qui est apparue. Donc on a tout qui fonctionne bien. Et on a donc fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Ça y est, on peut couper proprement des arbres et récupérer leurs ressources. Alors chez moi, sur Pine Tree, j'avais mis 99 secondes. Je vais remettre quelque chose de plus réaliste, comme 7 secondes et demie. Évidemment, vous mettez la valeur que vous voulez. Je vous conseille sur Pine Tree de ne pas oublier tout en haut Override, Apply All pour que toutes les modifs soient bien prises en compte. En attendant le prochain épisode, je vous invite à configurer vos autres arbres de la même manière que celui-là. Donc pour chacun de vos arbres, le palmier par exemple qu'on a ici, eh bien il faudra qu'on lui ajoute le tag et le layer harvestable, le rigid body, là où les boîtes de collision si vous voulez en ajouter plusieurs, et bien évidemment le script harvestable bien configuré. J'en ai vu beaucoup se plaindre qu'un épisode par semaine c'est très court, malheureusement j'aimerais vous en proposer plus. Mais en termes d'emploi du temps, ce n'est juste pas possible. Donc à partir de maintenant, je vais peut-être commencer à vous donner un petit peu des devoirs, des choses que vous pouvez faire entre les épisodes. Peut-être que ça en intéressera certains. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Notre jeu de survie commence vraiment à prendre forme, on a encore beaucoup de choses à faire évidemment, mais on a quand même déjà bien avancé. Au prochain épisode, on parlera vraisemblablement de la possibilité de crafter des items. Donc, utiliser ces fameuses ressources, ces pierres, ces morceaux de bois et potentiellement d'autres items que vous avez pu créer, et bien tout cela, on va pouvoir les utiliser pour créer des objets. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran et sans qui cette série n'aurait pas été possible. Je vous rappelle que si vous appréciez mon travail, que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip. Ce sont les dons et uniquement les dons qui permettent de faire tourner cette chaîne, donc merci d'avance à ceux qui y feront un tour. Merci à Clélio, Futuro, Mtor, David, Spyprog et Skylin pour leur soutien sans faille au fil des dernières semaines, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!